Émile Zola, La mort d'Olivier Bécaille, résumé et analyse du chapitre 2. Au cri de Marguerite, la voisine Madame Gabin accourt et comprend aussitôt. Elle croit elle aussi Olivier mort. Elle console Marguerite, prend les choses en main, prépare la chambre et même ferme les yeux du prétendu défunt. Sa fille Dédé, une petite de 10 ans, arrive et, effrayée, devine aussitôt la situation. Tout l'immeuble semble s'organiser autour de la veillée. Un voisin, M. Simoneau, jeune homme fort et compatissant, vient offrir son aide. Olivier, toujours prisonnier de son corps immobile, souffre de voir sa femme pleurer et surtout de sentir Simoneau rôder trop près d'elle, peut-être avec des sentiments. Les démarches pour l'enterrement s'enchaînent, déclaration à la mairie, organisation du convoi. Olivier entend tout. On le pense mort, on décide même l'heure des funérailles. Il espère encore que le médecin des morts comprendra la vérité, mais celui-ci, froid et pressé, jette un coup d'œil distrait et confirme le décès sans examen. Alors Olivier comprend, s'il ne s'éveille pas avant demain, on l'enterrera vivant. Effondré, sa conscience vacille un peu, tandis que près de lui, la longue veillée funèbre commence, rythmée par les ciseaux de Madame Gabin et le silence douloureux de Marguerite. Le chapitre est centré sur l'impuissance totale. Le contraste est terrifiant. Olivier pense, sent, entend, mais son corps est officiellement mort. Cette dissociation crée une tension dramatique forte. Le lecteur sait qu'il vit, mais personne d'autre ne peut le deviner. D'autre part, le texte décrit un réalisme social. Pauvreté, voisinage, entraide. Les personnages secondaires, Madame Gabin et sa fille, apportent une touche de réalisme populaire. On découvre leur misère, leurs petits travaux qui consistent à découper des abat-jours, leur solidarité instinctive. Ces figures du peuple parisien accentuent la solitude sociale du couple et rendent la scène plus vivante et humaine. Puis intervient la naissance d'une tension amoureuse. Le narrateur, bien que paralysé, ressent une jalousie violente envers Simoneau. Il imagine presque une rivalité amoureuse. Simoneau est jeune, fort, séduisant. Marguerite est jolie, fragile, bouleversée. Ce passage ouvre une piste. La mort, réelle ou supposée, fait surgir l'inquiétude du remplacement, de la perte de l'être aimé. Enfin, le passage propose une critique sévère du monde médical. Le médecin des morts est présenté comme pressé, indifférent, mécanique, incapable de reconnaître un mort d'un vivant. Le narrateur dénonce la froideur bureaucratique qui transforme un médecin en fonctionnaire du décès, incapable d'empathie ou de vigilance. La science peut se tromper, l'administration peut tuer. C'est une critique sociale. Pour finir, le thème de ce chapitre expose la peur d'être enterré vivant. En effet, c'est une des grandes angoisses du XIXe siècle, la catalepsie et l'enterrement prématuré. Le récit utilise cette peur pour créer une atmosphère d'angoisse. Bougies, chambre étroite, voisins endeuillés, bruit de ciseaux, silence oppressant. C'est une veillée funèbre pour un vivant. C'est une atmosphère de huis clos que l'on a. Tout se passe dans une seule pièce, saturée d'émotions. Marguerite en larmes, Madame Gabin énergique et bavarde, Dédé effrayée, Simoneau silencieux, et le narrateur, prisonnier invisible. Ce chapitre 2 est un théâtre étouffant où le héros devient spectateur de sa propre mort. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.